Bienvenue dans French Baratin avec Raphaël, Sibylle et Cécile. Je n'ai pas d'enfant, mais fin 2023, 2 enfants avec un statut un peu spécial sont rentrés dans ma vie. Ma nièce et mon filleul. 2 bébés avec une différence majeure, leur genre. Une fille et un garçon. Et alors que je croyais les différences de genre un peu dépassées, je me suis rendu compte qu'on était loin d'avoir gagné cette bataille. Que même en étant très consciente des biais de genre, quelque chose de très ancré conditionnait mes comportements et notamment mes cadeaux. Et je suis tombée sur un livre pépite, Tu seras un homme féministe mon fils, d'Aurélia Blanc. Ce livre m'a permis de mettre des mots sur mon malaise, sur ma dissonance cognitive, et de voir que notre combat actuel se concentrait principalement sur les filles. Mais est-on vraiment libre d'être qui on veut quand on est un garçon ? Donc aujourd'hui, j'ai envie de creuser ce sujet avec mes 2 acolytes, Raphaël et Sibylle. Comment ne plus brider les enfants en fonction de leur genre et tout particulièrement les garçons ? C'est la question du jour dans French Baratin. Eh bien, pour commencer cet épisode, comme d'habitude, je vous propose un petit quiz sur le sujet du jour. Alors, première question. Quel est le pourcentage de parents qui souhaitent connaître le sexe du fœtus pendant la grossesse ? je vois la réaction de Sibylle qu'elle semble avoir une idée. C'est ça, j'ai vu son regard, je me suis dit je vais l'interroger. Sibylle. J'ai lu l'information tout à l'heure, donc Ok. Sinon on peut faire deviner Raphaël, c'est plus drôle. Ouais, ok. Vas-y, Raph. 70%. Alors moi j'ai lu 85, est-ce que c'était bien ça ? Alors, moi j'ai lu 91%, Ah oui. mais j'ai aussi lu 85%, donc ça dépend peut-être de l'année à laquelle l'info a été tirée ou peut-être de la source. En France, à chaque fois ? En France, oui. Oh d'accord. Aujourd'hui, c'est vrai, en tout cas, j'ai l'impression que tout le monde sait. 85 ou 91%, c'est quand même beaucoup. Pas très bien. Bravo. Deuxième question. Pouvez-vous me citer quelques raisons invoquées pour justifier le fait de connaître le sexe ? Avant la naissance. Tout à fait. Je pense qu'il y a des raisons entre guillemets sexistes et des raisons qui ne le sont pas. Donc dans les raisons sexistes, ça peut être pour savoir de quelle couleur décorer la chambre, parce que bien sûr, un petit garçon va se sentir agressé s'il voit du rose, alors qu'une petite fille en sera très ravie. Et inversement. Mais dans les raisons moins sexistes, ça peut être tout simplement pour savoir, parce que cette information n'est pas considérée comme tabou non plus, et pour se préparer aussi aux attentes que la société aura vis-à-vis de son enfant en fonction de son sexe. Très bonne réponse. Les futurs parents ne le disent pas forcément comme ça, mais en tout cas, oui, une des raisons les plus invoquées, c'est la préparation, l'organisation de l'arrivée de cet enfant. Donc effectivement, comment décorer la chambre, quels vêtements on a achetés, et sans s'en rendre compte du coup que oui, les couleurs vont potentiellement pas être les mêmes et les objets ne vont pas être les mêmes. Et il y a aussi les raisons liées à la projection, puisqu'en fait, connaître le sexe du fœtus, c'est aussi connaître une information en plus sur son enfant. Peut-être aussi, avec une fille, je ferais ça, avec un garçon, je ferais ça, d'imaginer une relation qui serait peut-être déjà genrée, mais c'est pas forcément précisé ça. Et tout simplement la curiosité. Ouais. Troisième question. Quelle fête venant des États-Unis a fait irruption en France en lien avec le sexe du bébé ? Est-ce que vous connaissez cette fête et son nom ? Oui. Gender reveal ou un truc comme ça. Une sorte de fête où on annonce le genre du bébé, le sexe du bébé. Tout à fait, ouais. Et donc, évidemment, je suppose que tout le monde arrive avec des cadeaux bleus ou roses en fonction de... non, parce qu'ils savent pas à la Ils savent pas encore. Oui, d'accord, je sais pas du tout comment ça se passe en vrai. En gros, ils vont, par exemple, couper un gâteau. Si l'intérieur est bleu, c'est un garçon. Si l'intérieur est rose, c'est une fille. Ou alors faire éclater des ballons dans lesquels il y a des confettis roses ou bleus. Et je sais pas, les gens se réjouissent. C'est bizarre. Parce que du coup, est-ce qu'ils se réjouissent d'un sexe plus que de l'autre ? Ça commence à construire déjà une importance de ce sexe et du coup du genre. Moi, je trouve ça hyper bizarre. Mais bon. Je sais qu'il y a des gens que j'aime bien qui ont fait ça. Je juge pas les gens qui ont leur motivation, mais personnellement, je comprends pas l'intérêt. Je vois que des côtés négatifs à faire une fête autour d'être une fille ou un garçon en soi.
Oui, c'est surtout qu'en plus, pour révéler le genre de l'enfant, il n'y a pas d'autre choix que de montrer du bleu et du rose, parce que sinon, Ouais. si on montre du vert, on ne saura pas au final qui est l'enfant. On devrait. Ouais. Dans tous les cas, on devrait montrer du vert dans tous les cas. C'est ça. Ça simplifie les choses. Et en plus, la deuxième chose, c'est ce que tu disais, Sybille, c'est en fait, si c'est une fille, forcément tu te réjouis. Si c'est un garçon, forcément tu te réjouis. Donc dans les deux cas, tu es obligé de te réjouir, parce que ça serait très bizarre de ne pas se réjouir pour l'un des deux sexes. En quatrième question, quelles sont les injonctions envers les filles et les femmes? Juste en citer quelques-unes pour mettre un peu le contexte pour la suite. Sois belle et tais-toi. C'est ça. Non, c'est un peu extrême. J'allais dire, c'est tellement bien résumé, mais... Et prends soin des autres. Ouais, exactement. C'est ça, ouais. Je pense que ça résume énormément de choses. Ouais. J'ai même pas forcément envie de vous faire creuser le sujet parce que on a les bons mots-clés. Et du coup, cinquième question, quelles sont les injonctions envers les garçons et les hommes? Man up, comme on dit en anglais. Pas montrer de faiblesse, pas montrer d'émotions, en tout cas pas certaines émotions. On a le droit d'être enthousiaste et heureux et en colère, mais on n'a pas trop le droit d'être triste et de le montrer. Et d'être un peu insensible, ça c'est vrai que c'est un truc auquel j'avais pas pensé, mais en préparant l'épisode, j'ai vu qu'il y avait beaucoup aussi l'idée que les garçons seraient pas vraiment amoureux ou romantiques. Donc être un peu froid finalement. Quand tu disais man up, c'est un peu le côté d'être fort. Oui. Et du coup, ça rejoint un petit peu ça. Et je rajouterais aussi le fait d'être hétérosexuel. Oui. Absolument. Finalement. Ah oui, tout à fait. Puisque du coup, c'est aussi l'hétérosexuel est fort, puisqu'il protège la femme, douce, belle et silencieuse. Ok, bon, ça permet de poser les bases pour la suite. Alors, pour votre expérience, donc je vais vous poser plusieurs questions. Alors déjà, pour les auditeurs qui nous écoutent, nous n'avons pas d'enfants. Donc c'est pour ça aussi que ce qu'on va potentiellement dire, c'est en fonction des autres enfants qui tournent autour de nous. Alors, est-ce que vous ressentez l'impression d'agir différemment avec les enfants de votre entourage, que ce soit par les paroles, les gestes, les cadeaux, les activités? Et sur le plan plus personnel, en tant qu'adulte et voire enfant, est-ce que vous avez ressenti ou est-ce que vous ressentez le poids des injonctions masculines, donc pour toi Raph, et féminines, donc pour Sybille et moi? Qui veut commencer? Je peux commencer, ouais. Déjà, je dirais que j'ai pas énormément d'expérience en termes d'interaction avec des enfants, mais je pense que si j'étais dans une situation comme ça, je m'efforcerais de proposer les mêmes activités quel que soit le sexe de l'enfant, le genre de l'enfant. Mais en revanche, ce qui est sûr, je pense, c'est que tout ce qui est gestes et paroles et attitudes sont forcément un peu conditionnés, quoi. C'est quelque chose qui est tellement inconscient que c'est difficile à contrôler, entre guillemets, sur le vif, quoi. Je pense qu'il y a des attitudes même très subtiles, en fait, qu'on peut avoir, qui vont avoir un impact, mais voilà. Par contre, du coup, en ce qui concerne ma vie personnelle d'adulte et d'enfant, oui, je dirais clairement que je ressens le poids des injonctions masculines. On est dans une société qui nous les rappelle en permanence, qui nous les a inculquées dès l'enfance, dès l'école, si ce n'est plus tôt. Par exemple, on aurait tendance à dire aux garçons que ils doivent plutôt avoir des amis garçons, quoi. Avoir des amis filles, c'est un peu bizarre à l'école et après. Alors que moi, j'ai toujours plutôt été plus à l'aise avec des filles qu'avec des garçons au niveau de mes amis. Donc voilà, déjà, il y a ça, par exemple. Maintenant, dans ma vie d'adulte, il y a toute la question d'exprimer les émotions, lesquelles on peut exprimer, surtout à l'extérieur. Ça, c'est certain que là, on a clairement une façade à montrer. Un petit peu moins peut-être au sein du couple, parce que là, voilà, je me sentirais plus libre d'exprimer, ou avec des amis très proches. Mais voilà, c'est certain qu'à l'extérieur, il y a ce masque qu'il faut montrer. Et à ce sujet, j'ai vu un documentaire très intéressant, qui est un documentaire américain, qui s'appelle The Mask You Live In, et qui aborde justement la question des injonctions masculines, donc pour les enfants, les jeunes, à l'école et à l'extérieur. À un moment donné, il y a une scène assez touchante où on voit un professeur dans une école qui organise des ateliers avec ses élèves, des garçons en petits groupes, où il essaye de leur expliquer que c'est
OK de ressentir certaines émotions et même de les exprimer. Ça se passe dans un quartier défavorisé avec des gangs, et cetera et il explique que voilà, lui, il fait ça pour justement éviter à ces jeunes de se retrouver paumés dans les cycles de violence qui peuvent se perpétuer là-bas, en raison du fait qu'ils, rentrent leurs émotions et il explique que voilà, les gamins, en sortant de chez eux, ils mettent un masque. Un masque, où ils montrent à l'extérieur que les caractéristiques, qu'ils ont le droit de montrer. Et du coup, il leur donne un papier avec un masque sur lequel ils doivent écrire à l'avant, qu'est-ce qu'ils veulent montrer à l'extérieur sur leur masque et donc du coup, ils écrivent des choses du genre, enthousiasme, joie et cetera et derrière, ce qu'ils cachent derrière le masque et tous, ils écrivent des trucs genre tristesse, voilà et cetera. Donc il y a vraiment cette chose-là, quoi, de montrer une façade vers l'extérieur, un masque, qu'à l'intérieur, on est obligé de refouler des choses. Et toi, tu ressens ça pour toi-même aussi? En partie, ouais, à l'extérieur, D'accord. forcément. Alors j'ai pas du tout une contrainte aussi importante. Je dirais que ces jeunes-là qui sont dans les quartiers populaires, où c'est peut-être encore une injonction beaucoup plus forte, mais oui, je voyais des contextes où clairement, j'aurais cette injonction de man up, quoi. OK. Très intéressant et très important comme témoignage. Et toi, Sybille, du coup? Et ben, moi, j'ai aussi assez peu d'occasions d'interagir vraiment avec des enfants. Par contre, j'ai eu plusieurs fois déjà l'occasion d'offrir des cadeaux. Par exemple, des peluches trop mignonnes. Donc, il y a une peluche qui représente une petite pâtisserie avec un sourire que j'ai offert récemment pour un bébé fille, mais je sais que je l'aurais offert aussi à un petit garçon parce que c'était plus aussi pour la touche d'humour de amener son petit gâteau à l'enfant alors que les parents qui aiment bien aussi les pâtisseries allaient en manger avec nous, des vrais, pas des peluches. Et puis, j'ai mal. aussi offert un petit livre qui raconte une histoire avec un renard tout doux qu'on peut toucher pour apprendre à aller se coucher, à dire bonne nuit. Et ça, c'était pour un petit garçon, mais de la même façon, le livre me plaisait beaucoup et ça aurait très bien convenu aussi pour une petite fille. Voilà, donc après, je pense que moi, au niveau des cadeaux, je prendrais les mêmes cadeaux parce que le genre de cadeaux que j'aime bien sont des choses mignonnes, mais pas spécialement genrées. Mais en même temps, c'est vrai que si je faisais plutôt des cadeaux de type vêtements, j'oserais probablement pas offrir un truc très genré dans le sens inverse, c'est-à-dire offrir, évidemment, je n'offrirais pas une robe à un garçon, même si le physique du petit garçon rentrerait aussi bien dans la robe au fond et que ça lui ferait pas de mal plus qu'à une petite fille, mais bien sûr, je ne le ferais pas. Mais aussi, je pense que ces cadeaux-là m'intéressent moins, genre les trucs à paillettes pour les filles ou les petits bodys de Superman pour un garçon parce qu'ils sont trop dans l'excès, justement. Je sais pas, moi, j'aime pas la force brute ou la mollesse à paillettes brute non plus. Enfin, voilà, je préfère les choses nuancées et mignonnes et douces, comme les petits renards. La mollesse brute, j'aime bien. Oui, ça ne se dit pas. Très bel oxymore. Après, pour ma vie personnelle, alors on va commencer quand j'avais quelques heures ou peut-être un jour, je ne sais pas. Il y a une anecdote assez rigolote, je trouve, c'est que ma maman m'avait prise sur elle quand je venais de naître et elle a dit quelque chose comme « Oh, mon petit bonhomme !» Et ça veut dire bah, mon petit bébé, enfin voilà, que j'étais comme un petit bonhomme, c'est-à-dire un petit être humain. Mais en fait, il y a une infirmière qui a surtout perçu le mot « homme » dans « bonhomme » et qui lui a fait la morale en disant à ma mère qu'il fallait faire attention, que j'étais une petite fille, qu'elle devait pas m'appeler un petit bonhomme. Ouais, c'est hyper choquant et je suis au contraire très reconnaissante envers ma maman qu'elle m'ait considérée comme un petit bonhomme parce que c'est mignon et ça montre de l'affection et voilà. Et donc en grandissant avec une maman qui elle-même n'avait pas forcément absolument envie de me mettre des paillettes, des robes roses et de m'appeler ma petite bonne femme, ce qui est moche, j'ai pas grandi en ayant l'impression d'être très marquée par les stéréotypes de genre. Et je pense que j'avais les caractéristiques un peu des deux, c'est-à-dire que j'ai eu notamment j'ai un souvenir quand j'avais 6 ans d'avoir comparé mes chaussures vernies à nœuds avec celles de ma copine et puis voilà, on était aussi contente de comparer nos robes quand on en mettait et en même temps on était aussi contente de courir très vite dans la cour de récréation. Voilà, et j'ai souvent aussi ressenti une certaine fierté, je crois, d'avoir certains traits masculins en quelque sorte, comme le goût pour la compétition. Parce que ce sont des traits masculins valorisés. Donc, si en tant que fille, tu n'as pas peur de la compétition,
ça peut aussi être bien vu d'une certaine manière parce que tu dépasses la limite de ton genre. Mais voilà, j'avais pas conscience à ce moment-là du fait que, en fait, c'est problématique que ce soit valorisé en tant que trait masculin. C'est très intéressant parce que, au contraire, moi, je suis pas du tout très compétitif et moi, je le ressens au contraire potentiellement comme quelque chose de gênant. Oui, voilà. Parce que t'es un mec, en fait. Parce que je suis un mec, ouais, c'est ça. Et toi, Cécile, alors raconte-nous tout. Et comme je disais dans l'introduction, cette idée d'épisode est venue avec la naissance de mon filleul et de ma nièce. Et en fait, je pensais être bien déconstruite sur ces sujets-là. Et je me revois en train de chercher le fameux cadeau de naissance pour mon filleul. Je suis rentrée dans un magasin et j'ai vu un super tapis pour bébé. Et en fait, il était dans les tons de Parme, tout ça. Et je me suis dit, je peux pas l'offrir à mon filleul, en fait. C'est pas possible, il est trop connoté féminin. Le Parme, c'est le violet rose. Oui, c'est ça, tout à fait, pardon. Pourtant, c'était dans la thématique un peu de la chambre qui avait été faite pour cet enfant. Ah oui. C'était l'ambiance de la forêt avec des petits renards et tout, mais c'était des renardettes, je sais pas comment on dit, des renards femelles en tutu. C'était un très très joli tapis de bébé, parce qu'il était en forme de feuille. Enfin, il était je l'adore. Et du coup, tout de suite, j'ai pensé à ma nièce. Et en fait, là, je me suis dit, mince, c'est que, en fait, je suis pas du tout déconstruite. C'est quelque chose qui m'a semblé tellement ancré en moi. Parce que je me suis dit, ouais, mais même si je l'achetais pour mon filleul, qu'est-ce que diraient les parents? Est-ce qu'ils seraient un peu gênés? Est-ce qu'ils oseraient? Et puis, c'est pas forcément toujours simple d'aborder ces questions-là aussi, parce moi, je voulais pas mettre mal à l'aise qui que ce soit. T'as pas envie d'être la marraine un peu trop militante non plus. Oui. Et du coup, j'ai trouvé une petite combinaison trop chou, avec des renards aussi, mais plus dans les tons bleus, donc beaucoup plus facile, en tout cas qui passe. Et en fait, à partir de là, je me suis rendu compte que dès que je voyais un cadeau, en fait, le cadeau me faisait penser à l'un ou à l'autre, selon si c'était plutôt féminin dans ce qu'on considère le féminin, ou plutôt masculin. Et en fait, je me suis dit, mince, il y a du travail. Et quelque chose qui m'a fait un peu rire, parce que du coup, ils sont quasiment du même âge, donc ils ont fêté leur 1 an chacun. Et ça n'a pas du tout été les mêmes cadeaux qui ont été achetés à l'un et à l'autre. Alors, c'est un échantillon non représentatif de la réalité. Mais pour ma nièce, elle a eu beaucoup de livres, pas mal de peluches, pas mal de jeux de motricité fine, donc qui font travailler les doigts. Et mon filleul, ça a été beaucoup de cadeaux en lien avec le déplacement. Un camion pompier, un petit vélo, un objet à promener. Et du coup, j'ai trouvé ça marrant à quel point c'était clair, on va dire. Et par contre, sur les autres sujets que les cadeaux, je me rends compte que souvent les tenues pour les enfants-filles ont souvent des petits détails davantage que les garçons et du coup vont potentiellement créer plus de discussions autour de ça ou en tout cas dire « Ah tiens, c'est mignon ça, tiens, c'est mignon ça ». Alors que les vêtements pour garçons sont beaucoup plus neutres et du coup vont moins amener un petit peu cette... Et du coup, je me suis rendu compte de dire « Oh, c'est trop chou, c'est joli, machin », alors que je veux surtout pas, mais que c'est difficile de se déconstruire là-dessus. Pour les gestes et les activités, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore de différence. Par contre, je me rends compte qu'avec les enfants des amis de mon compagnon, qui sont un peu plus vieux, c'est en fait déjà très genré les activités qu'ils font. Et du coup, c'est très difficile en fait d'oser leur proposer autre chose. Quasiment tous les garçons que je connais adorent le sport. Donc, c'est difficile parfois d'aller leur dire « Tiens, on va faire un truc un peu plus féminin, entre guillemets. » Et aux filles, de leur dire « Tiens, on va regarder un match de sport. » Enfin, c'est pas facile. Enfin, t'as vraiment l'impression que tu vas venir faire une confrontation. C'est vraiment pas simple et du coup, ça m'interroge vachement. Et sinon, quelque chose qui m'arrive parce que je donne des cours de français dans une école, et donc je vois régulièrement des enfants qui arrivent à l'école, et je suis absolument interloquée par le fait que les corps des enfants en maternelle et en primaire, c'est les mêmes. Et en fait, de dos, on est capable de savoir le genre de l'enfant juste en le regardant. Les filles, elles ont toutes, vraiment toutes, un manteau rose ou dans les couleurs féminines, avec un cartable avec des licornes, des paillettes, des cœurs, tout ce qu'on veut. Les garçons, ils ont du rouge, du bleu, avec tous leurs héros. Et c'est fou. Ça me choque à chaque fois que j'arrive à l'école en me disant « Mais comment c'est possible à ce point-là ?» Enfin, voilà. Et sinon, par rapport à ma vie, à moi,
Alors enfant, je crois que j'étais un peu comme toi, Sybille. J'ai pas trop ressenti ce poids-là. En plus, je faisais du sport. Du coup, j'étais assez estimée par les garçons pour ça, donc je rentrais dans le cercle. Du coup, j'ai pas trop ressenti cette injonction. Enfin, j'ai l'impression que j'avais le droit d'être qui je voulais sans vraiment, voilà. Par contre, à partir de mes 18 ans, où j'ai commencé à avoir du coup une envie pour plus tard qui était d'être enseignante, à aimer les langues et à faire des études de langue, là, je suis rentrée dans le cercle féminin. Et en fait, depuis, mes intérêts sont quand même souvent restés dans des métiers ou des intérêts féminins. Et je sens que je suis vraiment repassée de l'autre côté, quoi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, certainement, d'avoir peut-être été un peu influencée par ça. Et du coup, c'est assez étonnant. Aujourd'hui, je peux être un archétype de la fille qui pleure beaucoup, qui est émue par tout, qui est relativement douce, du coup, qui a du mal à se faire respecter, à mettre des limites, etc. C'est pas évident et j'aimerais bien sortir de ça. Et en même temps, j'ai pas envie d'être un homme à la place. J'ai juste envie d'être un humain normal sans avoir d'attente vis-à-vis de ça, quoi. Voilà. C'est hyper intéressant. Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Nous produisons ce podcast sur notre temps et notre argent personnel et nous souhaiterions qu'il reste sans pub. Vous pouvez nous soutenir pour le prix d'un café sur Patreon. Vous trouverez le lien dans la description. Merci beaucoup à celles et ceux qui le font déjà. Pour commencer ce débat, on va d'abord se poser la question de pourquoi il y a un problème avec l'éducation des garçons. Sybille, est-ce que tu as un avis à ce sujet ? Oui, c'est une question hyper intéressante parce que j'ai vu que dans les combats féministes, pendant longtemps, on s'est préoccupé de l'éducation des petites filles pour les rendre assez fortes, pour faire face aux discriminations qu'elles subissaient, mais on ne s'est pas intéressé aux garçons. Alors que l'éducation qu'on donne aujourd'hui aux petits garçons et ce qu'on apprend même aux hommes, ça n'est pas idéal en fait. Donc on ne devrait pas en faire la norme que tout le monde devrait copier. C'est pas idéal pour plusieurs raisons. Première raison, alors ça c'est quelque chose qui a été très bien démontré par une historienne qui s'appelle Lucille Pétavin et qui a écrit un livre qui s'appelle Le coût de la virilité. Et elle montre qu'en fait, les comportements typiquement masculins, donc qui découlent en partie de l'éducation qu'on va donner aux garçons, coûtent cher à la société, ont beaucoup d'aspects négatifs. Par exemple, elle relève qu'en France, 96,3% des gens qui sont en prison sont des hommes. Alors peut-être aussi qu'on condamne plus les hommes à aller en prison que les femmes pour un crime égal, mais ça montre quand même qu'il y a beaucoup plus de crimes masculins. Les hommes tuent plus, les hommes violent plus, les hommes agressent plus. Elle a fait un petit calcul et donc elle a pu réussir à calculer en prenant en compte aussi les prises de risques typiquement masculines, par exemple donc les accidents de voiture qui sont beaucoup plus fréquents quand un homme conduit la voiture. Du coup, les comportements virils masculins sont responsables chaque année donc de 7 milliards sur les 9 milliards d'euros du budget total de la justice. Voilà. Et après, elle a fait tout un calcul et elle a calculé comme ça tout ce que pouvaient coûter financièrement les comportements problématiques qui sont quand même liés au masculin. Alors, attention, c'est pas du tout pour dire que tous les hommes se comportent comme ça. Heureusement que tous les hommes ne font pas des crimes, ne prennent pas des risques, etc. Mais ce qui est intéressant dans son analyse, c'est de montrer que ce sont des comportements qui sont très liés à une éducation avec des valeurs qu'on veut masculines, donc comme la prise de risque, une certaine forme de brutalité, de force, oui, peut-être, une certaine forme de force. Voilà, et le fait peut-être d'être justement ambitieux au point de se mettre avant les autres, de ne pas prendre soin des autres. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, il y a peut-être un problème avec l'éducation des garçons et qu'ils gagneraient à avoir une éducation qui intégrerait des traits en fait un peu plus féminins en quelque sorte, et par ailleurs tout simplement parce que cette éducation des petits garçons peut les faire souffrir parce que ça les enferme. Enfin, un dernier élément qui est une des raisons pour lesquelles il faut vraiment réfléchir à cette question de l'éducation, c'est qu'on traite, comme on l'a déjà commencé à le dire, les garçons et les filles différemment sans vraiment s'en rendre compte et de manière extrêmement automatique. Il y a vraiment une étude qui m'a frappée. Et elle n'est pas récente, mais je pense qu'on pourrait faire la même aujourd'hui. En 1974, 3 chercheurs américains ont cherché à observer la façon dont les parents percevaient leur nouveau-né, donc leur tout petit bébé qui avait moins d'1 jour.
Ils ont pris 30 couples qui avaient des bébés tout à fait similaires, donc ils avaient pile le même poids, la même taille, les mêmes réflexes, selon vraiment l'étude médicale. Et ils ont demandé aux parents de décrire leurs enfants. Et puis, les petites filles ont été décrites comme petites, mignonnes, avec les traits fins, et les garçons grands, solides, avec les traits marqués. Voilà, donc ça montre bien que pourtant un même bébé, un bébé qui a les mêmes caractéristiques, directement dès sa première journée, n'est pas vu de la même manière. Donc on va pas interagir avec lui de la même manière, et peu à peu, on va l'enfermer dans ces cases qui potentiellement vont le faire souffrir, parce que voilà, le petit garçon sera maintenant obligé d'être solide, ne pourra pas pleurer, etc. Oui, alors que tu regardes un bébé nouveau-né, impossible de dire si c'est un garçon ou une fille, enfin, sauf à regarder les parties intimes, mais je veux dire, non, mais voilà, quand tu regardes sa tête, il n'y a aucune différence. Enfin, voilà. Mais c'est marrant parce que tu dis que c'est depuis le premier jour de la naissance, alors qu'en fait, ça fait encore 5 avant. mois. Ouais. C'est pour ça que je faisais le quiz, que j'ai fait un focus là-dessus. C'est que justement, ça fait 5 mois qu'ils se disent que ça sera un garçon, donc naturellement, il va avoir les caractéristiques d'un garçon. Et de l'autre côté, il aura les caractéristiques d'une fille. Et c'est super difficile quand tu as éduqué ton cerveau, je pense, pendant 5 mois à être neutre et à être objectif dans tes observations. Mais je l'avais lu, cette étude, elle m'avait marquée aussi. Je me dis, c'est fou à ce point-là. Et on se dit que ça arrive qu'aux autres, mais a priori, je pense pas. Enfin, Et puis sur les remarques, justement, quand le bébé n'est pas encore né, effectivement, j'ai vu dans le livre que tu cites en introduction, un exemple d'un spécialiste de l'échographie qui faisait la remarque « Ah, lui, c'est un vrai petit gars, il bouge dans tous les sens. » Et en fait, rien que dans notre entourage, il y avait une femme qui attendait des jumeaux, une fille, un garçon, et c'est la fille qui bougeait tout le temps. Donc, c'est pas vrai que c'est forcément le fœtus garçon qui va bouger plus, mais tout de suite, on associe « il bouge, c'est un vrai garçon ». Ouais. Le fait de mettre des étiquettes et le fait de considérer du coup très tôt qu'une fille va être comme ça et un garçon comme ça va corréler après les comportements des parents et de l'entourage qui vont ne venir que confirmer par leurs gestes, leurs paroles, les activités, les cadeaux, etc. Et après, on va se ressortir avec cette phrase magique de « bah non, c'est inné ». Oui. Parce que il a 5 ans, il est tout petit, donc en fait, c'est forcément inné. Si à 5 ans, elle préfère les Barbies et il préfère les camions de pompiers, si depuis le 4e mois de conception, on est déjà sûr de tout ce que ça va être sa vie en termes de stéréotypes, non, en fait. Et en même temps, on peut pas faire d'études là-dessus, puisqu'on peut pas faire vivre les enfants dans quelque chose de stérile, au sens pour mener une expérimentation scientifique valable. Et qu'est-ce que ça nous apporterait, du coup, de modifier le comportement des garçons ? Du coup, tout ce que tu as dit, Sybille, en négatif, quoi, de finalement économiser des sous pour la société. C'est ouf, ça, quand même, hein ? Dans une société, si les femmes sont féministes et se battent pour l'égalité homme-femme, tant que les hommes ne seront pas des alliés, comme ils font quand même partie de la moitié de la population, et qu'aujourd'hui, le monde est quand même, pas complètement, mais beaucoup dirigé par les hommes, ça donnerait une vraie chance, du coup, d'atteindre cette égalité homme-femme. Ouais. Oui, il faut une politique aussi au niveau des États qui soit beaucoup plus assumée, on va dire, parce que c'est vrai que depuis déjà pas mal d'années, les responsables politiques se disent potentiellement féministes et ils veulent mettre en avant l'égalité homme-femme, etc. Ils en parlent dans leurs discours, mais il suffit de regarder la composition des gouvernements de pas mal de pays occidentaux pour se rendre compte que, pas vraiment en fait. Le fait d'intégrer beaucoup plus les femmes dans la vie politique, déjà, serait un énorme facteur dans le fait de faire changer les mentalités aussi et de promouvoir des politiques qui seraient plus égalitaristes, on va dire. Mais du coup, là, on montre l'importance qu'on peut donner aux femmes, mais c'est important de faire le contraire aussi. Oui. Et de montrer des hommes qui sont enseignants, des hommes qui sont infirmiers, des hommes qui sont sages-femmes. Je pense à ces métiers qui sont très féminisés aujourd'hui, en tout cas en France. Et ça me fait penser à le fait d'avoir un petit peu une prison dorée aujourd'hui pour les hommes. Vous avez le droit de pouvoir tout faire, mais par contre, vous devez être à la hauteur de ce qu'on vous a donné comme cage dorée, quoi. Et du coup, si vous n'avez pas les caractéristiques du courage, de l'effort, de l'ambition, de la possibilité d'écraser tout le monde et tout ça,
Ouais, Oui. là, il y a un peu deux choses quand même dans ce que tu dis, parce que le fait de dire que tu pouvais tout faire, c'est pas vrai, justement, ou pas tout à fait, parce que le fait d'être, comme tu disais, infirmier ou je sais pas quoi, en termes de Ouais, perception de la société, oui. c'est pas vrai. Bon, dans la réalité, c'est possible, mais il y aura forcément un regard un petit peu jugeant. Oui, oui. Mhm. Oui, quand je disais tout faire, c'était tout faire, mais considéré dans le haut du panier. Je sais pas comment dire. C'est comme Ah si, oui. C'est vrai, oui, tu peux faire la cuisine, mais en tant que grand cuisinier étoilé, pas dans ta cuisine en tant Mm. que père au Mmh. foyer, tu vois. Mais sinon, une autre raison de pourquoi il faudrait changer un peu l'éducation des garçons pour leur donner la même qu'aux filles et qui intégrerait donc peut-être des éléments vus aujourd'hui comme plus féminins, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de raison de donner des éducations différentes aux filles et aux garçons. Ça, c'est un grand sujet pour les biologistes et notamment les spécialistes du cerveau. Les potentielles différences du cerveau entre hommes et femmes sont pas complètement tranchées, il me semble. Le cerveau des hommes est en moyenne un petit peu plus gros, mais par contre, ce qui est certain, qui a été démontré par exemple par une neurobiologiste qui s'appelle Catherine Vidal, c'est que les capacités de raisonnement, de mémoire ou d'attention sont exactement les mêmes chez une petite fille ou chez un petit garçon. Donc on a vraiment le même potentiel à la naissance et après, en fonction de ce qui nous arrive, on va pas les développer forcément de la même manière. Mais du coup, une société juste voudrait qu'on donne les mêmes opportunités à toutes ces personnes qui ont toutes le même potentiel et qu'on ait donc la liberté de faire ce qu'on veut de notre cerveau qui a les Mm. mêmes capacités, quoi. Donc voilà, c'est juste que si c'est pas fondé de chercher à donner une éducation Ah oui, bien sûr. différente aux filles et aux garçons. Mmh. On a l'impression que la société est très rigide aujourd'hui sur ces questions-là et que naturellement, on va éduquer sans s'en rendre compte un petit peu différemment les filles et les garçons. Ouais. Et quand on interroge les parents, on a l'impression qu'ils ont tout à fait l'impression de les avoir éduqués exactement de la même Oui, manière. d'accord, oui. Oui, alors que justement, si dès la naissance, le bébé est mis dans une chambre au ton plus bleu et qu'il voit que du bleu, Exactement. j'allais dire à longueur de la journée, mais peut-être pas tout à fait, mais quand il y en a Ouais. beaucoup, ça va forcément configurer quelque chose dans Mm. son cerveau différemment qu'une fille qui est dans... Voilà, Bah enfin, oui, ils s'habituent. je suis pas neurologue, Oui. mais... Oui, au-delà des couleurs, les interactions, quoi. Si on les Mm. stimule plus. Oui, oui, j'imagine que là, il y a des choses qui se mettent en place hyper rapidement, enfin, avant même que... Bah oui. Mm. Ouais. Et du coup, comment on fait pour ne pas répéter ces schémas genrés? Est-ce que vous avez des idées? Je pense qu'il y a différents niveaux et que déjà il y a au niveau individuel, entre guillemets, c'est-à-dire des parents et du noyau familial, on va dire, où là il faut avoir une prise de conscience de l'enjeu et du coup une envie de changer quelque chose, même si ça va pas être parfait, mais qu'au moins on y pense. Et aussi avoir une réévaluation régulière de notre attitude en se demandant est-ce que là on est vraiment dans la bonne approche ou pas? Et puis pour moi, enfin, je pense qu'il s'agit surtout d'apprendre aux garçons et aux filles que toutes les émotions sont humaines, qu'aucune n'est réservée à un genre Mm. et qu'elles ont toutes leur place. Je pense que c'est un point de départ hyper important qui se fait dès tout petit et au niveau de la famille, en fait. Et puis après, il y a d'autres niveaux. Il y a l'école, il y a l'intervention aussi de l'État à différents niveaux pour rappeler à tout le monde, entre guillemets, qu'il y a certaines choses auxquelles il faut faire attention. Ouais, je pense que dans le contexte éducatif, il y a beaucoup de choses à faire parce qu'il y a beaucoup de parents un peu féministes comme ça qui essayent de donner une éducation très ouverte à leurs garçons qui se rendent compte d'un changement radical quand ils arrivent à l'école où tout d'un coup le garçon qui s'intéressait à plein de choses différentes va vouloir faire que du foot, voilà, ou des choses comme ça. Et ça peut être par la fréquentation des autres petits garçons qui ont ces préférences-là, mais ça peut être aussi par rapport à ce qui est offert à l'école. J'ai un exemple un peu marquant, mais réel pourtant, même s'il est un peu vieux. C'était il y a 10 ans, en 2014, à Puteaux, qui est une commune de la région parisienne. Pour la rentrée, la commune a offert des cartables roses aux filles avec dedans un livret pour apprendre à créer leurs propres bijoux. C'est pas vrai. Si, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et les garçons ont reçu un cartable bleu avec un manuel pour construire un robot. Ah, c'est pas Ah non. possible. Ah, Et c'est moi pas qui ai vrai. toujours rêvé d'avoir un robot, quand j'ai appris ça, j'étais tellement choquée. Parce que faire ses bijoux, c'est sympa, mais avoir un robot, c'est quand même autre chose. Et là, c'est vraiment la base. Tu te dis, mais on se prend la tête pour se demander des petites Oui. choses. Voilà, est-ce qu'on peut laisser un garçon aller à l'école avec du vernis ou des choses comme ça? Mais
Ça, c'est très abouti comme réflexion quand il y a des mairies qui en sont encore à offrir des cartables roses aux filles et des cartables bleus aux Exactement. garçons avec une activité Ouais, de puis paraître pour les filles et une activité hyper cool de construction pour les garçons. Ce que ça montre bien, c'est que le comportement des parents, c'est une chose, mais c'est clairement isolé si tout le reste de Mhm. l'écosystème autour de l'enfant exactement. ne suit pas. Et on parlait de l'école, mais il y a aussi, avant l'école, il y a la crèche quand même, parce que les enfants, ils restent quasiment 3 ans, Oui. selon l'âge d'arrivée dans les crèches, mais du coup, tout le personnel dans les crèches, dans les écoles, et je pense par rapport au métier que j'ai fait dans l'édition, je pense que l'édition pédagogique a aussi Mhm. un sacré rôle à jouer, parce qu'en fait, les Mhm, manuels ouais. qu'utilisent les enfants au quotidien à l'école, a un vrai impact sur la vision du monde. Et en fait, pour avoir créé un manuel pédagogique, c'est super dur de trouver des visuels non genrés, ou en tout cas pas stéréotypés. Ah oui? Parce que souvent, pour mettre des visuels, on cherche dans des bases de données. Et en fait, dans les bases de données, dans les bases de photos, c'est Mhm. très genré. J'ai cherché spécifiquement un garçon qui faisait de la danse. Je n'en ai pas trouvé une sur des millions de Ah ouais? propositions. Et je m'en suis pas rendu compte à un moment donné, mais on travaillait sur la journée typique d'un enfant. Du coup, il y avait l'activité faire ses devoirs, aller au parc, faire son lit, jouer, etc. Et je me suis pas rendu compte avant de le voir après en relecture. Mais pour faire ses devoirs, c'était une petite fille. Pour aller au parc, c'était un petit garçon. Pour jouer, c'était un petit garçon. Et pour faire son lit, c'était une petite fille. Et en fait, les gamins, ils voient ça, ils associent Mm. naturellement. Bien On se sûr, dit, ouais. ça, c'est pas pour moi, puisque je suis pas dépeint comme ça. Et les Mm. films ont un rôle à jouer de malade, les dessins animés. Oui. Il faut que ça ait l'air cool en plus. Il y a vraiment un travail de forme aussi à donner pour que on ait envie d'aller vers l'émotion pour les garçons, pour les filles, d'aller vers les trucs comme les robots par exemple. Mais c'est finalement, ça Ouais. paraît plus cool pour une fille de faire des robots que pour un garçon de faire des bracelets. Mais en même temps, c'est aussi important que les deux soient aussi attractifs si on veut que ça s'équilibre. C'est pas simple. Ce que tu dis sur l'envie et que ce soit cool, etc., de montrer des émotions, par exemple pour des mecs, des émotions associées Oui. typiquement aux filles, on va dire. Ça me fait penser au documentaire dont je parlais Mm. tout à l'heure, où j'ai été très frappé à chaque fois qu'il montrait des ateliers ou des choses comme ça avec des garçons. Celui dont j'ai parlé à l'école, mais il faisait aussi des choses dans des prisons de mineurs et des choses comme ça. Comment, dans ces contextes-là, où on leur montrait que c'était possible d'exprimer des choses, où on leur laissait l'espace pour l'exprimer dans un cercle comme ça réduit et intime, comment malgré cet espace safe, entre guillemets, il y avait des attitudes, des langages corporels de gêne, de montrer cette faiblesse, entre guillemets, vis-à-vis des autres, tu vois, même si ils étaient tous là pour le faire. Tous étaient genre pas à l'aise, on sentait qu'ils étaient mal de montrer ça aux autres. Ouais. Donc ouais, c'est juste pas cool quoi. Ce qui est cool, c'est d'être le mec fun et voilà. C'est là où le rôle, du coup, je pense au rôle des enseignants qui est hyper important, qui est dès le voilà. plus jeune âge, valoriser la Mm. vulnérabilité du garçon, la vulnérabilité de la fille aussi, mais vraiment que ça soit considéré comme normal et pas honteux, pas gênant, etc. Comme Mais juste humain quoi. oui, juste, oui, effectivement. Ouais, puis l'expression des émotions, c'est vrai que c'est peut-être assez difficile à rendre cool, même si on peut sûrement y arriver, mais il y a des choses sur lesquelles c'est peut-être plus facile, comme le fait de prendre soin des autres. Ça, on pourrait le valoriser beaucoup, parce qu'on voit souvent des fratries où c'est trop mignon, il y a un grand frère qui prend dans ses bras son petit frère, et puis peut-être que c'est quelque chose qui va pas durer s'il se rend compte que c'est pas un comportement qui est valorisé, alors que ça pourrait durer. Et on pourrait imaginer, voilà, que dans les maternelles, eh bien, les plus grandes classes prennent déjà l'habitude de s'occuper un peu des petits, enfin voilà, et que ce soit garçon ou fille. D'ailleurs, ça c'est très drôle. Quand j'étais en CP, on faisait ça. Les meilleurs élèves devaient, c'est la maîtresse qui nous le demandait, devaient aller aider les moins bons qui avaient, par exemple, fait beaucoup de fautes d'orthographe, fallait les aider à trouver la bonne orthographe, mais le rôle que nous faisions, filles comme garçons, s'appelait être une petite maman. Ah, punaise. Elle disait, voilà, donc Sybille, aujourd'hui, tu es une petite maman, Alexandre, tu es une petite maman. Oh là là. Donc les garçons pouvaient être des petites mamans, mais c'était pas le petit c'est papa. fou.
Donc on pourrait juste faire ce même système, mais en petit papa. Moi, ce qui m'a pas mal marqué quand j'étais en Écosse, parce que j'étais du coup dans une école qui accueillait des danseurs, puisque c'était un sport-études danse, et donc des enfants de toute l'Écosse venaient dans cette école. Donc il y avait 80% d'élèves normaux, entre guillemets, et 20% de danseurs. Et forcément, dans ces danseurs, il y avait aussi des garçons, même s'il y avait une majorité Ouais. de filles. Du coup, c'était très très compliqué parce que les garçons danseurs subissaient pour certains du harcèlement. Parce que avec les autres élèves, on les renvoyait au fait que la danse, c'était pas pour les garçons, alors qu'entre eux, ils considéraient ça comme normal, c'était ça? En fait, la majorité de l'école, c'était des enfants donc de milieux populaires avec toujours pour les garçons cette image de petits mecs, en plus à cet âge-là, qui encore plus marqué. Et on avait des garçons danseurs qui avaient beaucoup de sensibilité quand même D'accord, ouais. Et du coup, il y avait une sorte de clash. C'était pas les mêmes personnes. Et forcément, quand il y a de la différence, il y a souvent du rejet. C'était terriblement violent. C'est la première fois que j'ai vu du coup du harcèlement et j'ai trouvé ça absolument terrible. Et l'impuissance, en fait, même pour les adultes derrière, c'est Ils avaient quel âge 12 ans. Ok. Et en plus, comment déconstruire ça à cet âge-là où il faut être accepté par les pairs, il faut paraître fort, il faut avoir l'air cool, il faut... La danse, en particulier, impliquant effectivement une sensibilité, etc., est aussi quasi mécaniquement associée aussi à l'homosexualité. Ah oui, c'était clairement le sujet derrière, oui. C'est assez étonnant, hein, cette association des caractéristiques féminines avec un risque, entre guillemets, d'homosexualité. Oui, de manière générale, oui, complètement. Ouais. Parce que j'avais vu aussi que des papas ont peur que leur fils joue avec une poussette, même s'il en demande une, parce que ça voudrait dire qu'il serait peut-être plus tard homosexuel. Et j'avais vu dans le livre que tu citais en introduction que l'autrice recommandait de répondre « Mais tu as peur qu'il devienne un bon papa ?» J'ai adoré ce passage. Ouais. On a un risque énorme. Mais c'est marrant quand même de confondre comme ça stéréotypes de genre et orientation sexuelle. C'est vraiment des choses qui n'ont rien à voir. Enfin... Une fois, j'ai eu une discussion avec ma maman que j'ai trouvée hyper intéressante parce qu'elle est enseignante en grande section, donc en maternelle. C'est le niveau de 5 ans en France. Et en fait, parfois, il y a des garçons qui arrivent avec les cheveux longs, qui peuvent parfois avoir du coup ce qu'on appelle des couettes ou des queues de cheval et ou des barrettes. Et en fait, elle me disait que souvent, ces garçons étaient moqués. Et du coup, elle a eu cette réaction qui m'a au début marquée. Les parents de cet enfant ne pensent pas à lui, puisqu'ils l'ont pas averti du risque. Et en fait, moi, je trouve, au contraire, j'étais en mode, mais trop bien, ces parents qui laissent cet enfant garçon s'exprimer, peu importe la longueur de ses cheveux, peu importe ses accessoires. Et en même temps, ma mère, elle voyait la souffrance que pouvaient générer les remarques des camarades de classe. Je pense peut-être trop au fait que la société va évoluer grâce à des cas comme ça. Mais du coup, là, l'enfant est comme presque un cobaye qui va en souffrir et on n'a pas envie qu'un enfant souffre. Et ça m'a vachement interrogée. Ouais, mais au fond, le problème, il n'est pas forcément à ce niveau-là. Il est dans le fait de ce que, justement, cette problématique du harcèlement et des moqueries soit prise en compte au niveau de l'école. C'est là où il y a un vrai travail de lutte contre le harcèlement et les moqueries. Ouais. Mais peut-être qu'une éducation non sexiste devrait comporter une éducation au fait que la société est encore sexiste et du coup expliquer à l'enfant quelle réaction il risque d'avoir, s'en moquer un petit peu entre nous et lui demander est-ce que maintenant que tu as compris que les autres ils pouvaient avoir des drôles d'idées selon lesquelles les barrettes seraient que pour les filles, est-ce que tu as quand même envie d'y aller et dans ce cas-là on prépare des réparties possibles ou est-ce que t'as pas envie de le faire, tu le feras peut-être plus tard et on met des barrettes à la maison. Du coup, moi, suite à cette conversation, j'ai pas mal réfléchi. J'ai cherché un petit peu sur Internet quelles solutions on pouvait trouver pour ne pas brider l'enfant, pour lui laisser exprimer ce qu'il avait envie d'exprimer, pour qu'il soit libre et en même temps, comment l'accompagner au mieux parce que c'est une réalité, il y a du harcèlement. Mais du coup, justement... il y avait cette idée de préparer avec son enfant les réparties qu'on pouvait dire, et notamment sur cette question des cheveux longs.
c'était de montrer un petit peu tous les grands sportifs qui avaient des cheveux longs, parce qu'il y en a quand même pas mal, ou des super-héros, enfin voilà, partir de l'imaginaire toujours cool, et que avoir les cheveux longs, ça pouvait être cool, et que porter du rose, ça pouvait être cool, parce que telle star porte du rose et tout ça. Je parlais tout à l'heure des éditeurs, des auteurs, des réalisateurs de films, etc. Mais les célébrités ont tout autant un rôle à jouer au final, puisqu'ils vont créer une désirabilité de certains comportements et tout ça. En évoquant l'homosexualité, le fait qu'il y ait eu beaucoup de coming out, etc., ça a pu permettre aussi à des enfants d'assumer ça et qu'aujourd'hui, ça soit plus cool. Pour conclure, comme d'habitude, je vais vous demander de quoi rêvons-nous pour les petites filles, mais surtout ici pour les petits garçons. Sibylle, est-ce que tu veux commencer ? Alors, moi, je rêve pour les petits garçons qu'on leur ouvre le champ des possibles et qu'ils se sentent parfaitement libres de devenir qui ils veulent, même et peut-être surtout si qui ils veulent devenir est quelqu'un qui prend soin des autres, qui est capable d'une certaine douceur. Et je rêve aussi que cette évolution vers une éducation moins sexiste se fasse dans le dialogue et avec une forme de bienveillance. Il y avait un passage de ce fameux livre que nous avons lu qui était assez intéressant, où l'autrice expliquait que le mieux pour désamorcer les situations où on est un peu gêné parce qu'on nous fait par exemple une remarque sur le fait que tiens, c'est un petit garçon donc il va falloir acheter des petites voitures pour qu'il puisse jouer, c'est de répondre avec de la bienveillance. Donc plutôt que de dire non, mon garçon il n'a pas besoin de petites voitures, il peut jouer avec les mêmes jouets que les filles, peut-être dire c'est une bonne idée parce que comme ça, tous les enfants auront plus de jeux. Les petites filles vont pouvoir jouer aussi aux petites voitures. Et puis comme ça, n'hésitez pas à prêter aussi à mon fils les jeux auxquels jouent les petites filles. Donc je trouvais ça assez chouette de se dire, oui, on ouvre vraiment le champ des possibles pour tout le monde, quoi. Donc on va apporter l'intérêt de l'éducation de chacun dans l'éducation de l'autre. C'est tout pour moi. De quoi rêves-tu, Raphaël ? Ce que tu dis est très vrai. Moi, je pense que l'essentiel, en fait, c'est d'apprendre aux garçons et aux filles que toutes les émotions sont humaines et qu'aucune n'est réservée à un genre. Et puis se concentrer sur l'essentiel, à savoir l'apprentissage des comportements et des valeurs, de respect et d'égalité et de justice. Et que voilà, tout le monde ait l'espace pour développer son identité comme il l'entend. Voilà. Et toi, Cécile, de quoi tu rêves ? Je crois que je rêve du jour où on ne posera plus la question du genre quand on tombe enceinte et que on ne demandera pas systématiquement est-ce que ce sont des garçons, est-ce que ce sont des filles, et que ça sera pas central dans tout ce qui se passe autour d'un enfant. Je suis assez curieuse de savoir si un jour ça arrivera et de voir si on aura pu déconstruire un petit peu tout ça. Et je reprends ton exemple que tu as utilisé, Sibylle, pour les expériences. C'est est-ce qu'un jour, on arrivera à offrir une robe à un petit bébé garçon ? Parce que oui, aujourd'hui, on le ferait pas. Et en même temps, pourquoi ? Mais bon, voilà, c'est assez extrême et tout ça. Mais en même temps, c'est quand même beaucoup plus cool, toute la variété des vêtements pour les filles. Je trouve que les garçons sont hyper bridés. Ouais, c'est vrai que là, en plus, tu parles de déconstruire. Et c'est ce qu'on fait. Mais derrière ça, il faut construire d'une certaine façon et trouver une autre manière d'éduquer, justement. Et c'est là où on est paumé, quoi. On n'a pas encore les clés, mais il y a des idées qui vont prendre, peut-être, ou pas, mais c'est à construire. Mais du coup, je rêve que toutes les personnes se sentent concernées par le sujet. Il n'y a pas besoin d'être parent pour se sentir concerné. On a tous des enfants autour de nous. On peut tous entendre des phrases un peu problématiques. Et je rêve qu'on puisse parfois prendre position pour donner un petit peu plus de liberté aux enfants pour qu'ils puissent être qui ils veulent et qu'ils ne soient pas dans une cage dorée pour les garçons et dans un plafond de verre pour les filles. Donc voilà. Je profite de la fin de cet épisode pour remercier Aurélia Blanc qui a écrit le livre « Tu seras un homme féministe, mon fils », qui m'a énormément aidée au moment en fait, où je me posais pas mal de questions en lien avec mon filleul et ma nièce. Donc, merci beaucoup d'ouvrir ce champ des possibles aussi pour les garçons. Et c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que vous regarderez les enfants différemment, ou plutôt pareil, justement. Que vos gestes, que vos paroles, que vos activités et vos cadeaux seront un petit peu moins genrés. Et de notre côté, on se retrouve sur Patreon pour une transcription complète et de nombreux bonus. Et si vous aimez French Baratin, parlez-en à vos amis qui apprennent le français et donnez votre avis sur Apple Podcast. Merci pour votre soutien et à bientôt dans French Baratin. À bientôt. À bientôt.